Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Diaspora, la patriote Audrey Nguessan présente ses meilleurs vœux 2016 aux Ivoiriens et aux Panafricains. Actualité en Syrie, analyse de Thierry Messan. Et pour finir, France, analyse politique de Francis Cousin. Commençons tout de suite avec la Diaspora, la patriote Audrey Nguessan présente ses meilleurs vœux 2016 aux Ivoiriens et aux Panafricains. Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, amis de la lutte panafricaine pour la démocratie, la justice et la liberté de l'Afrique. Patriote pour la libération du président Laurent Gbagbo, je vous salue. L'année 2015 s'achève sur une note assez peu reluisante pour le peuple de la Côte d'Ivoire. 2015 s'en va sans que les prisonniers politiques ne soient tous libérés. 2015 nous quitte sans que le pouvoir que la communauté internationale nous avait imposé depuis 2011 n'ait favorisé le retour des exilés politiques qui, chaque jour, souffrent le martyre dans les pays voisins. Mes chers compatriotes, 2015 a été une année pénible pour les Ivoiriens. Les manifestations pacifiques des opposants ont été réprimées dans le sang. De nombreux leaders d'opposition ont été arrêtés et jetés dans les prisons du nord et du centre du pays. En 2015, plusieurs prisonniers politiques arrêtés depuis 2011 et qui sont restés sans jugement sont morts. La constitution du pays a été violée de façon flagrante comme dans un cauchemar sans fin et a vu le maintien du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Amis patriotes, l'année 2015 se couche et cède la place à 2016. Je souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2016. 2016 est l'année de l'espoir, de l'espérance. Le président Laurent Gbagbo, notre président démocratiquement élu en 2010 et qui a été injustement arraché puis déporté à La Haye, sera enfin jugé en 2016. 2016 sera l'année de la vérité, de la justice et de l'espoir. Notre président, son Excellence M. Laurent Gbagbo, sera libéré et se lèvera enfin sur la Côte d'Ivoire l'aube des jours meilleurs. La haine fera place à la joie et à la réconciliation nationale, seul véritable facteur pour le développement de la Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année 2016. Vive le président Laurent Gbagbo, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Tout de suite, Syrie, analyse de Thierry Messan. Monsieur Thierry Messan, vous êtes écrivain, journaliste français, merci infiniment de vouloir vous exprimer sur l'antenne de la radio francophone iranienne. Monsieur Messan, comment expliquez-vous les évolutions sur le terrain en Syrie, d'autant plus qu'il y a eu également cette attaque de l'aviation russe qui a mené à la mort de ce fameux chef terroriste Zahran Alouche. Alors, d'abord, la mort de Zahran Alouche n'est pas imputable à l'aviation russe, mais à l'aviation syrienne. C'est le chef d'état-major syrien qui a annoncé la mort de Zahran Alouche et qui a diffusé les images de l'attaque pour détruire la maison où il était réuni avec d'autres chefs djihadistes. Et la Russie a confirmé elle-même que l'attaque avait bien été menée par la Syrie. Alors, c'est un point quand même assez important parce que auparavant, les Russes avaient déjà blessé Zoran Alouche en envoyant une bombe pénétrante sur un bunker dans lequel il se trouvait. Là, c'est l'armée syrienne qui, avec des bons renseignements, l'a tué alors qu'il présidait une réunion de son état-major à lui, ou de ses alliés, on ne sait pas bien en fait. Ce qui importe, c'est que aujourd'hui, les djihadistes qui se trouvent alentour de Damas n'ont plus de leader. Zoran Alouche n'était pas du tout un modéré comme on le prétend depuis qu'il est mort dans une partie de la presse occidentale. C'était au contraire un grand admirateur de Ben Laden et il a expliqué ça plusieurs fois. Et il était par ailleurs directement lié à la famille royale saoudienne qui finançait intégralement son budget. C'était vraiment un agent saoudien et
Il a toujours été perçu comme cela ici. Vous savez que son père, d'ailleurs, qui est un imam salafiste, vit en Arabie Saoudite. Donc la mort de Zoran Alouche laisse les djihadistes alentour de Damas sans chef, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe sur le terrain, c'est une volonté de la part de l'armée arabe syrienne de nettoyer les zones qu'elle contrôle, mais dans lesquelles se trouvent certains djihadistes, de manière à pouvoir proposer des lignes de cessez-le-feu acceptables d'ici un mois lors des négociations qui vont débuter à Genève. Et là, en quelques jours, on a vu l'évacuation de tous les djihadistes des Roms. Il n'y en a plus aucun, ils sont tous partis. L'évacuation de djihadistes près de Dera, alors il en reste là encore, mais près de Dera, et on est en train de préparer l'évacuation des djihadistes du camp palestinien de Yarmouk dans la banlieue de Damas. Chaque fois, les accords prévoient qu'on met à disposition des djihadistes des autobus et on les accompagne soit à Raqqa, soit à Idlib. C'est-à-dire tout à fait au nord du pays. Je pense que quand on les amène à Idlib, c'est qu'on espère qu'ils vont repartir vers la Turquie, vers d'autres horizons, mais ne plus revenir en Syrie. Monsieur Besson. À Raqqa, c'est qu'ils essayent de rejoindre le groupe de Daesh. Alors attention, parce que chaque fois qu'on fait ces transferts, il est précisé que les femmes et les enfants montent dans des autobus avec les vitres claires, tandis que les djihadistes montent dans des autobus dont les vitres recouvertes de rideaux pour qu'on ne puisse pas les voir et qu'on ne puisse pas savoir combien sont syriens et combien sont étrangers. Monsieur Besson, vous l'avez dit en fait, s'agissant de Zoran Alouche, qu'il était un agent saoudien, et vous l'avez dit également que ces futurs pourparlers auront lieu à Genève. Le fait que Zoran Alouche, vous l'avez dit, c'était un agent saoudien, sa mort va-t-elle affecter ou pas ces futurs pourparlers entre le pouvoir syrien et l'opposition, s'il vous plaît? Alors, je ne sais pas si le terme affecté est bon. En tout cas, ce qui se passe, c'est que les Saoudiens ont moins de cartes dans les mains pour venir négocier avec les Syriens. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va se développer au cours des prochaines semaines, pas simplement pour les cartes des Saoudiens, mais aussi pour les cartes des Turcs et pour celles des Qataris, parce que les bombardements russes vont en grande partie s'interrompre à partir du 6 janvier, et on va voir l'armée arabe syrienne reconquérir du terrain jusqu'à la fin du mois de janvier. Et pour finir, France, analyse politique de Francis Cousin. Alors, concernant les élections, il y a deux éléments qui sont décisifs. Le premier élément, c'est la très forte hausse de l'abstention pour le premier tour, puisque pour le premier tour, on avait quasiment 50% de l'électorat qui ne s'était pas déplacé. Et bien évidemment, le résultat du premier tour, avec une montée relativement importante du Front National. Alors, ces deux éléments sont à mettre en correspondance, puisque quand on fait une analyse détaillée et de l'abstention et du vote Front National, on voit que dans les territoires de forte abstention, comme dans les territoires de forte imprégnation Front National, on a une correspondance avec l'électorat prolétarien traditionnel. C'est-à-dire que dans les zones urbaines privilégiées, où vivent à la fois les bobos et les BCBG, et une clientèle immigrée propre aux appareils politiques, on a la gauche et on a la droite. Les zones d'implantation du FN et les zones d'implantation de l'abstention sont les vastes zones périurbaines où le prolétariat des mégapoles a été contraint à l'exil dans le cadre des restructurations capitalistes et des modifications urbanistiques. Donc, on a en quelque sorte un clivage qui permet d'apprécier les réalités historiques des temps qui vont venir. On a d'un côté des zones périurbaines à forte abstention ou à fort vote Front National qui correspondent grosso modo aux zones géographiques d'implantation prolétarienne. Et on a de l'autre côté des zones à plus forte participation et
qui sont essentiellement les grandes mégapoles, avec le clientélisme immigré qui est rattaché pour une part à l'UMP et pour une part beaucoup plus importante à la gauche, puisque la gauche a fait justement du vote immigré un vote de sauvetage. On a vu d'ailleurs pour l'Île-de-France le cas spécifique de Barthelone, qui appelait les zones immigrées à venir sauver le soldat Barthelone face au soldat Pécresse. Donc, ce qui est intéressant, même si le deuxième tour a vu une remontée du vote traditionnel contre le vote FN et donc une certaine baisse du taux d'abstention, ce qui est intéressant, c'est de voir le temps qui vient dans le cadre de la crise du capital qui ne va pas cesser de s'accentuer, dans le cadre des restructurations qui ne vont pas cesser de se réorganiser, et donc dans le cadre d'un poids de plus en plus lourd sur la classe ouvrière. On voit donc qu'il y a une méfiance radicale du prolétariat historique par rapport aux classes dirigeantes nomenclaturistes officielles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, UMP plus PS, ça ne représente plus rien dans la réalité du vécu politique des gens. Donc, on a aujourd'hui, en quelque sorte, un tournant pour les temps qui viennent et pour la compréhension radicale de ce que vont produire les luttes de classe qui vont venir, c'est-à-dire que l'appareil politique du capital traditionnel est totalement décrédibilisé. Et on verra d'ailleurs au présidentiel qu'il y aura... Alors, les présidentielles, c'est très très clair. Le gouvernement du spectacle mondial joue sur un deuxième tour Marine Le Pen, Juppé. Valls, non ? Juppé, non, Valls c'est démonétisé. Juppé est au carrefour de toutes les impostures sociologiques, esthétiques, spectaculaires du crétinisme. Donc il va permettre une synthèse entre la droite-gauche et la gauche-droite. Donc on aura un deuxième tour Marine Le Pen avec Juppé, et on aura bien évidemment la réitération de toutes les messes antifascistes, antiracistes, par lesquelles le gouvernement du spectacle mondial veut perpétuer le règne de la marchandise, et on aura donc très probablement un Juppé au second tour. Si on n'a pas ce cas de figure avec Juppé, on l'aura avec quelqu'un d'autre. Mais il faut bien voir que Juppé, l'ancien repris de justice, est remis en marche par le système, parce que le système sait qu'aujourd'hui, la montgolfière Hollande s'est totalement dégonflée, et qu'il n'y a pas de projet capitaliste otaniste plus certain que celui de Juppé. Juppé, l'assassin de Kadhafi. Donc, Juppé, le petit soldat de l'OTAN. Et plus que Sarkozy. Et peut-être pas plus que Sarkozy, mais plus adéquate. C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'il faut comprendre toutes les manipulations policières qu'a subi Fillon. Fillon, avec le fameux plantage de Juillet à l'Élysée, etc., Fillon, c'est bien évidemment l'otanisme, mais c'est l'otanisme mitigé, mesuré, par rapport à Juppé ou Sarkozy, qui sont des otanistes forcenés. Donc on a mis en marche une politique de déstabilisation de Fillon, parce qu'il fallait absolument avoir, pour le deuxième tour, quelqu'un qui plairait à l'antifascisme de gauche, qui serait susceptible de mobiliser la gauche, mais qui serait totalement vassalisé par l'ordre américain. Donc de ce point de vue-là, Juppé, c'est la meilleure pétanque pour Washington. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.